Salut l'équipe, c'est Samy pour un Fresh Sports News, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui j'ai envie de parler d'un sujet très sérieux, donc je sais que je dois prendre le sujet avec des pincettes parce que si je dis des bêtises, ça sera disproportionné sur internet, c'est pas cool. Aujourd'hui on parle des commotions cérébrales au football américain. On va diviser la vidéo en 3 parties. 1. Je me trompe toujours de sens de doigt et ça finit mal. On va parler de 3 choses en particulier dans cette vidéo. 1. Les faits au football américain au sujet des commotions cérébrales. 2. On va parler de pourquoi le système est biaisé, cassé, incomplet, incompatible avec la NFL. Et en 3e partie, on va parler de quelles sont les issues, c'est quoi les possibilités dans le futur pour la NFL autour des commotions cérébrales. C'est un sujet pas simple, j'espère que la vidéo va vous plaire. J'ai fait pas mal de recherches pour ça et on est parti. On commence, on va parler des faits. Entre 2012 et 2016, on recense un nombre de commotions par saison qui est de 261, 229, 206, 275 et 244. En 2017, c'est pas encore sorti les chiffres. Donc, le football américain entre 1970, disons, et 1990, il a pas beaucoup changé. Il y a eu des changements sur 20 ans sur les styles de jeu, sur les stratégies, le coaching. Mais grosso modo, si on te montre dans un match de 1970 à un match de 1990, peu de choses ont changé. Mais aujourd'hui, c'est différent. Entre 2000, 2005, 2010, 2015 et aujourd'hui, le football est différent année par année. Et bien sûr, il y a plein d'anciens joueurs qui disent que la ligue est devenue soft. Et j'ai une nouvelle pour vous, ça ne reviendra jamais en arrière. Vous avez sûrement entendu parler du film Concussion de Will Smith. Dans ce film, Will Smith traite des découvertes du docteur Omalu. Omalu commence ses études sur les joueurs de football américain en 2002 et découvre les premiers cas de CTE, Chronic Traumatic Encephalopathy. Sauf que ce test de la CTE jusqu'à aujourd'hui, il est faisable seulement sur des corps décédés. La CTE, c'est une pathologie au niveau du cerveau qui est créée après une répétition de commotion cérébrale. Si vous regardez le scanner d'une personne qui souffrait de CTE de son vivant, vous voyez que les périphéries de son cerveau sont de plus en plus sombres sur le scan. En gros, ça voulait dire que la périphérie de son cerveau mourrait peu à peu. Ouais, c'est pas marrant comme sujet. Ensuite, la CTE a été prouvée d'être à l'origine des troubles de comportement des anciens joueurs NFL, qui poussent même jusqu'au suicide. Les 2 cas les plus flagrants étaient des anciens joueurs Dave Durson et Junior Seau, qui se sont suicidés d'une balle dans le torse pour sauver leur cerveau et qui soient étudiés par la suite par des médecins. Encore au sujet de la CTE, Dr Omalu n'était pas le seul à bosser dessus. Dr Ann McKee a analysé 202 cerveaux d'anciens joueurs de football américain. Et parmi ces 202, 111 jouaient en NFL. Parmi les 111 qui jouaient en NFL, 110 cerveaux étaient touchés de CTE. À partir de ce moment-là, le problème n'est plus global en NFL, le problème est universel. Si tu joues en NFL, tu souffriras de CTE. Maintenant, on retourne à la NFL. Dr Omalu a commencé ses recherches en 2002. Il a commencé à être public en 2005 et pendant à peu près 5, 6, 7 ans, la NFL a un petit peu poussé ça sous le tapis. C'est seulement après, quand il y a des centaines d'anciens joueurs qui portent plainte, que la NFL commence à dire « D'accord, il faut qu'on soit public, il faut qu'on fasse quelque chose ». Ils entrent publiquement dans la lutte contre les commotions cérébrales. En 2009, la NFL met en place un protocole pour gérer les commotions cérébrales sur le terrain. Quelque chose de préventif pour empêcher les joueurs de revenir sur le terrain avec une commotion cérébrale. Et chaque saison depuis 2009, le protocole change pour être de plus en plus précis et pour être un peu moins défaillant. D'accord, ça c'est très bien. Le protocole c'est, si un joueur est suspecté d'avoir une commotion cérébrale sur le terrain, il doit tout de suite sortir. Il est examiné par des docteurs sur la touche qui sont indépendants des 2 équipes. S'il montre les signes suivants tels que perte d'équilibre, perte de la vision, perte de l'ouïe, les yeux vitreux, la tête ne tient pas droit, n'importe lesquels de ces symptômes, les docteurs doivent l'amener dans le vestiaire pour faire plus d'analyses et il n'a pas le droit de retourner sur le terrain. Voilà, le protocole c'est ça. Maintenant, pourquoi tout ce système est incomplet, incompétent, cassé? Maintenant, on va en parler. Je vais essayer de parler seulement des cas qu'on a vus cette saison, c'est encore frais dans notre tête. Et dans la description, je mettrai des liens, que ce soit à des articles ou que ce soit au jeu en question où vous voyez que le joueur est blessé, pour un petit peu prouver mes points. Prenons quelques exemples de la saison. Tom Savage a eu une des pires concussions que j'ai jamais vues de ma vie. Il se fait plaquer dans sa propre zone d'en-but par plusieurs 49ers. Et je suis pas docteur, mais on a vu de nos propres yeux qu'il perdait contrôle de ses extrémités. Ses bras étaient collés à son corps et vibraient d'une manière complètement pas naturelle. Pour moi, encore une fois pas docteur, c'est le cerveau qui lâche de l'adrénaline et qui focus sur la tête, qui lâche le job des bras et des jambes pour focuser sur là où il a pris un coup. Je suis pas docteur. Et là où le système est incomplet, c'est que Tom Savage crache du sang, titube sur le banc des Texans, et quand c'est le moment de la prochaine possession, Tom Savage est en train de tituber vers le terrain et il n'y a aucun docteur pour le stopper. C'est seulement un mec du staff des Texans qui doit le rattraper pour le ramener sur le banc. D'autres exemples un petit peu plus rapidement, Russell Wilson contre les Cardinals prend un coup à la tête, il a l'air d'aller plutôt bien, et selon le protocole, il doit se faire analyser. Ça se voit dans ses yeux qu'il n'a pas envie de perdre du temps,
il fonce sur le banc, va dans la tente où les docteurs doivent l'attendre pour l'analyser et ressort aussi rapidement pour ne manquer qu'un seul jeu dans ce match et retourne sur le terrain. Matt Moore des Dolphins s'est fait allumer par les Steelers. Pour seulement sortir pour 3 minutes sur le banc, tu peux pas me dire que des docteurs ont le temps de diagnostiquer si oui ou non il est apte de retourner sur le terrain. Et le dernier qu'on a vu la semaine dernière, c'est Cam Newton qui prend un gros coup au visage. On le voit sur le banc, il n'est même pas chez les docteurs, il est face au terrain, prêt à re-rentrer. Et encore pire, les caméras de Fox zoom sur sa tête, on voit qu'il a les yeux vitreux, on le voit poser un genou au sol, on le voit perdre l'équilibre. Prochaine série, il est sur le terrain, aucun problème. Donc pourquoi le système est incomplet? Ça commence par l'instabilité du travail en NFL. Je vous parle pas de Cam Newton la superstar, s'il loupe une série ou un match, ça va pas lui coûter son job. Mais on peut parler de l'instabilité du travail des coachs. Un coach qui arrive en playoff mais qui doit vraiment solidifier sa position par une victoire en playoff. Il voit que son joueur superstar lui dit qu'il peut jouer, alors même s'il a un doute, vas-y mec, parce que c'est sa meilleure chance de gagner, c'est sa meilleure chance de garder son job et il a pas envie de se mettre à dos sa propre superstar. Encore une fois, pour l'instabilité du job, pensons au joueur lambda, le mec normal qui touche 1 million ou moins par saison. La carrière de ce joueur lambda, c'est 3 saisons en général. Une commotion cérébrale, c'est une opportunité pour un autre joueur de prendre sa place, c'est une raison de plus au management de le sortir de l'équipe et s'il revient pas au match, il est obligé de passer du temps chez les docteurs qui ne peut pas passer à l'entraînement la semaine prochaine. Alors ces joueurs lambda qui ont pas souvent un plan B de carrière si le football ça marche pas, bien sûr que même s'ils ne voient pas très bien, s'ils entendent pas très bien, ils vont retourner sur le terrain s'ils ont la possibilité. Autre chose, passons aux joueurs offensifs. Les receveurs en particulier, ils ont plus peur de se blesser aux jambes parce que ça leur coûte une carrière qu'à la tête qui peuvent leur coûter 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. C'est des joueurs comme Larry Fitzgerald qui disent aux défenseurs publiquement: frappez-moi haut, frappez-moi à la tête, je paierai pour les amendes s'il y en a. C'est encore une fois où le système est incomplet, mais à la place d'un joueur offensif, bien sûr que je préfère me faire frapper haut où ça peut me coûter quelques semaines de travail plutôt que bas où ça peut me coûter une carrière. Pour moi, le plus gros problème au sujet de ce sport et des commotions cérébrales, c'est qu'aujourd'hui on ne peut pas demander aux défenseurs de ralentir encore, de minimiser encore une fois la zone où ils peuvent plaquer, parce que c'est encore une chance pour eux de manquer leur plaquage, c'est encore une chance pour eux de prendre une esquive de la part de l'attaquant, et encore une fois, comme le disait le défenseur Mike Mitchell des Steelers, ce sport se joue en sprint complet. Quand le porteur de balle est en sprint complet et change sa direction et que le défenseur est déjà élancé, c'est extrêmement difficile de changer de direction et de ne pas frapper à la tête. Et en plus, comme le dit Mike Mitchell, il y a beaucoup de choses qu'ils ne peuvent pas contrôler. Un quarterback qui lance une balle un petit peu plus basse que prévu, c'est un receveur qui doit s'ajuster, c'est le défenseur qui n'a pas le temps de s'ajuster et bam, ça fait une collision et ça fait une commotion cérébrale. Mais si on veut garder le football américain, le sport qu'on aime, avec sa rapidité, déjà qu'il est extrêmement lent, coupé par les pauses et les pubs, c'est vraiment incompatible avec la sécurité des joueurs. Et il faut se rendre compte que ce que je viens de dire, c'est grave. Le sport change déjà, il est de plus en plus dur pour les défenseurs, les commotions cérébrales ne changent pas, c'est toujours autour de 200-250 et encore une fois, le public ne descend pas. Malgré l'insécurité pour les joueurs, le public ne descend pas, les revenus ne font qu'augmenter et il y a toujours 256 joueurs qui se présentent à la draft chaque année pour jouer ce jeu. Il n'y a pas d'issue. Enfin bon, ma troisième partie, c'est quelles sont les issues. Selon moi, le sport va continuer dans la même direction, ça va être de moins en moins avantageux pour les défenseurs, la zone de plaquage ne fait que se rétrécir, ce qui va augmenter les points par match, ce qui va augmenter les stats des quarterbacks et au final, c'est peut-être ce que les spectateurs veulent. Mais est-ce que ça va baisser les commotions cérébrales par saison? Pas sûr. Il y a certaines universités qui ont banni les plaquages pendant les entraînements et ça a prouvé d'être une meilleure pratique pour eux. Et si on parle du sport en lui-même, les alternatives sont en train de grandir. Le flag football est plus grand qu'il ne l'a jamais été, avec des anciennes superstars qui se tournent vers ça comme Michael Vick. Mais c'est toujours pas conséquent. Tant que l'argent sera 1/10 voire 1/100 de ce que la NFL peut apporter, le sport ne changera pas. Maintenant, le risque pour la NFL, c'est que les jeunes athlètes voient l'insécurité, voient la petite carrière et voient le manque de salaire comparé au baseball ou comparé au basketball, et que ces jeunes athlètes en question se tournent vers d'autres sports. Et ça, c'est une menace parce que des jeunes athlètes qui vont vers d'autres sports, c'est le talent en NFL qui globalement descend, ce qui met un produit à la télé qui est un petit peu moins intéressant qu'avant. Et là, on perd des revenus en NFL et c'est là où quelque chose changera. Mais tant que les revenus de la NFL domineront tous les autres sports dans le pays, on peut pas s'attendre à beaucoup de changements. En tout cas, l'équipe, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'était très dur à mettre en place parce qu'il faut les bonnes informations et pas dire de bêtises. Je vous attends dans les commentaires avec vos anecdotes, vos idées pour la NFL. Qu'est-ce qu'ils devraient faire sur les 10 prochaines années pour minimiser l'insécurité pour les joueurs sans être au détriment du produit qu'est le football américain? Dites-moi ça dans les commentaires, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, ça m'a fait très plaisir de vous parler aujourd'hui et on se retrouve samedi 18h pour plus de NFL, plus de NBA et ce sera tout pour moi, allez ciao!